Bonjour tout le monde, dans cette vidéo on va vous présenter les bilans secouristes. Cette vidéo est à jour des dernières recommandations PSE qui nous parlent des bilans secouristes en 4 regards. Rassurez-vous, même si vous travaillez avec d'autres types de bilans dans votre autorité d'emploi, vous ne serez pas perdu car c'est surtout des mots différents mais les principes fondamentaux restent les mêmes. Par exemple, on a toujours cette logique de traiter en priorité ce qui tue en premier. Est-ce que la victime a une hémorragie externe? Est-ce qu'elle a une obstruction des voies aériennes? Est-ce qu'elle a une absence de réaction et de respiration? Ça vous rappellera les bilans XABCDE pour ceux qui travaillent avec ce type de bilan. Pour ceux qui avaient l'habitude du bilan circonstanciel, urgence vitale, complémentaire, vous ne serez pas perdu. Les choses sont grosso modo dans le même ordre. Un autre principe fort dans les bilans secouristes, c'est le fait d'apprécier la situation dans son ensemble. En fait, c'est un peu comme un journaliste qui suivrait une équipe de secouristes avec une caméra sur l'épaule. Dans un premier temps, on est encore en plan large. Les secouristes arrivent et vont regarder la sécurité, le lieu de l'intervention, avoir une vue d'ensemble. Et puis, ils vont s'approcher de la victime, essayer de voir s'il y a une détresse vitale évidente, une menace vitale, et également essayer de voir la plainte principale. Ça, c'est l'objet du deuxième regard. Ensuite, lors du troisième regard, les secouristes vont vraiment encore plus s'approcher de la victime. Ils vont regarder son visage, le tableau de bord de la victime et apprécier les 3 fonctions vitales. Respi, circuit, neuro. Toujours une logique de ce qui tue en premier se traite et s'analyse en priorité. Enfin, dans un 4e temps, le secouriste, l'équipe de secouristes va mesurer les fonctions vitales, examiner la victime, faire un interrogatoire à la victime et également scorer certaines choses comme par exemple un score sur les brûlures. Un autre principe fondamental des bilans secouristes, c'est que les bilans ne doivent pas retarder la mise en œuvre de gestes de secours. C'est-à-dire que le bilan se fait une fois qu'on a fait les gestes de secours, ou alors si on doit faire un geste de secours pendant le bilan, pendant l'appréciation d'une fonction vitale, eh bien on interrompt le bilan, on le met sur pause, on fait les gestes, ou alors par exemple on adapte la position d'attente de la victime et ensuite on reprend le bilan. Pour réaliser cette vidéo, nous avons eu le soutien matériel d'ILEA qui nous a fait des prix sur le matériel de bilan et offert un saturomètre. Nous les remercions, le lien de leur site est en description. Dans les différentes simulations que nous allons réaliser dans cette vidéo pour illustrer nos interventions, certaines choses seront exagérées, seront ralenties à des fins pédagogiques, bien entendu. Sur le terrain, ça ne se déroule pas forcément comme dans les démonstrations que nous allons mettre en œuvre, mais comprenez que c'est vraiment juste pour grossir les traits et faciliter l'apprentissage des secouristes. Nous conseillons aux stagiaires qui regardent cette vidéo de prendre des notes pour pouvoir noter les différentes informations utiles. Sur mon site web, vous aurez un résumé papier également, téléchargeable en PDF, du contenu de la vidéo. Pour le tournage de cette vidéo, je serai accompagné d'Antoine Grimaud, formateur de secourisme professionnel indépendant. De mon côté, je suis également formateur indépendant, Thomas Joubert. Enfin, à la fin de la vidéo, nous reviendrons sur les modalités de transmission du bilan, quand appeler les secours, quand demander des renforts médicaux, quand demander des renforts de différentes natures et comment passer un message d'alerte. Bonne vidéo! À son arrivée sur intervention, l'objectif de l'équipe est dans un premier temps d'observer la scène, la situation, ce qui permettra d'assurer la sécurité des intervenants secouristes, des témoins, mais également de la victime. Au cours de ce premier regard, 5 questions doivent se poser. Existe-t-il un danger immédiat ou à venir? Pour répondre à cette question, on va rechercher des dangers évidents, des véhicules accidentés, une structure instable, une situation violente, des dangers moins évidents, comme un risque électrique, toxique ou un fort impact psychologique, ainsi que les personnes exposées, intervenants secouristes, victimes ou tiers. Ensuite, on va rechercher à comprendre précisément ce qu'il a pu se passer avant l'intervention des secours. Pour cela, on observe la scène et les lieux de l'intervention. On questionne les tiers et ou la victime sur ce qui a pu se passer. Il sera ensuite important de déterminer le nombre de victimes. Combien y a-t-il de victimes? Pour cela, on réalise une reconnaissance des lieux et de ses alentours si nécessaire pour définir le nombre et la localisation des victimes. Dans certaines situations d'accident, certaines victimes peuvent être éjectées des véhicules ou des victimes peuvent se trouver dans des lieux différents. On essaiera également de compléter et de corriger les informations de départ si besoin. Pour cela, on se demande si les informations initiales sont correctes. Enfin, pour terminer le premier regard, on cherche à comprendre et à savoir si les moyens de secours sont actuellement suffisants. Pour cela, on identifie les moyens sur place et les moyens complémentaires nécessaires. En cas de besoin, on demande les moyens le plus rapidement possible.
Ouf. Bonjour monsieur, c'est les secours. Ah, je viens de me brûler avec mon four là, c'est tout noir. Oh. Ça marche, attendez, attention. Venez, on va aller arroser. Dans l'intervention vue précédemment, on a observé immédiatement un danger, le four laissé ouvert et allumé. Ce danger a été supprimé immédiatement avant de pouvoir prendre en charge ensuite la victime. Passons maintenant au deuxième regard qui a pour objectif de rechercher une détresse vitale évidente, une menace vitale et de formuler en une phrase la plainte principale de la victime. Donc, quelle menace vitale pouvons-nous avoir des situations qui menacent à très court terme la survie de la victime? Tout d'abord, une hémorragie externe grave. Bonjour monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous saignez là? Ouais, je me suis entaillé. Posez le couteau par terre, posez le couteau par terre. Ça marche, pardon, excusez-moi. Ok, mettez votre main là-dessus, là, sur la plaie. Ok, on va s'asseoir par terre, je vais vous mettre un bandage. Ok, je vais remplacer par ça. Super. Dans un second temps, on peut avoir une obstruction des voies aériennes. Alors celle-ci peut être due à un étouffement ou à une perte de connaissance, ou si on laisse la victime à plat dos, elle pourrait avoir une liberté des voies aériennes menacée. Ça va? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Vous étouffez? Attendez, tournez-vous, mettez-vous de ce côté-là. Bougez pas. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas sorti? Non. 1, 2, 3. Asseyez-vous. Bonjour monsieur, vous m'entendez? Vous m'entendez? Serrez-moi la main là si vous m'entendez. Ok, il respire. Dans un dernier temps, si la victime est inconsciente, on va regarder si elle respire. Et si elle ne respire pas, on considère qu'elle est donc en arrêt cardio-respiratoire. Et c'est la troisième menace vitale. Ok, il ne respire pas. Hop. Si on n'a pas ces éléments, on passe à la suite. Quel est le genre de la victime? Quel est son âge approximatif? Quelle est sa plainte principale? Par exemple, j'ai une vive douleur dans la poitrine. Et dans quelle position est la victime? Peut-être qu'à l'issue de ce deuxième regard, on va mettre sur pause la réalisation du bilan pour adapter des gestes. J'ai une vive douleur dans la poitrine, d'accord monsieur. On va s'asseoir, on va s'allonger, on ne va pas rester debout. Voilà donc pour le deuxième regard. Dans ces différentes démonstrations, vous avez vu que la vie de la victime, la survie de la victime était menacée à très court terme. On a donc dû mettre rapidement en œuvre des gestes de secours avant de pouvoir continuer le bilan. Maintenant, intéressons-nous à l'appréciation des fonctions vitales. C'est l'objet du troisième regard. Lors du troisième regard, au contact de la victime, le secouriste doit se concentrer sur 3 fonctions vitales. La fonction respiratoire, circulatoire et neurologique, en se concentrant sur le principe de traiter en premier ce qui tue en premier. Dans cette logique, on commencera par apprécier la fonction respiratoire, puis circulatoire et enfin neurologique. Lors de l'appréciation de la respiration, la victime peut avoir perdu connaissance, être confuse, somnolente, anxieuse ou encore agitée. Ces signes traduisent un manque d'oxygénation du cerveau et une accumulation du CO2. Elle peut aussi refuser de s'allonger mais chercher à rester en position assise, ce qui rend moins pénible sa respiration. Elle peut se plaindre d'avoir des difficultés à respirer. J'ai du mal à respirer, j'étouffe, j'ai mal quand je respire. Le secouriste peut entendre en écoutant la ventilation un sifflement traduisant une gêne au passage de l'air dans les voies aériennes rétrécies. Des gargouillements traduisant un encombrement des voies aériennes par des sécrétions ou des vomissures. Des râles traduisant la présence de liquide dans les poumons. Le secouriste constate que la victime fait des efforts pour respirer. Elle peut se tenir la poitrine et ne peut plus parler.
Elle peut présenter une ventilation rapide, voire superficielle. Il est difficile pour le secouriste de voir facilement le ventre et la poitrine de la victime se soulever. Une contraction des muscles du haut du thorax et du cou, appelé tirage. Un battement des ailes du nez et un creusement au-dessus du sternum ou au niveau du creux de l'estomac à l'inspiration s'il s'agit d'un enfant. Des sueurs, en l'absence d'effort ou de fièvre, ce qui traduit un défaut d'épuration du CO2 contenu dans le sang. Une coloration bleutée, appelée cyanose, surtout au niveau des doigts, du lobe des oreilles et des lèvres. Cette coloration traduit un manque d'oxygénation du sang. Ok monsieur, vous avez des difficultés à respirer là, c'est ce que j'entends? Ok. Allez, regardez-moi monsieur. Je vais regarder vos lèvres. Ok. Merci. Bon, je constate des sueurs, cyanose, un sifflement à la respiration. Je vais vous mettre sous oxygène, monsieur, d'accord? Ça va vous aider à respirer. Je vais vous mettre sous oxygène, monsieur. Mettez le nez dedans. Ça va vous aider à respirer. Respirez calmement. Ok, donc on a des difficultés à respirer, des sifflements, pas de râle, pas de gargouillement, une ventilation qui était superficielle à notre arrivée, rapide, difficile, pas de tirage, présence de sueur, pas de battement des ailes du nez et la présence de cyanose. Ces signes ont été détectés au cours du 3e regard. La victime a été installée en position demi-assise et mise sous oxygène. Nous nous étions intéressés juste avant à la fonction respiratoire. Maintenant, passons au circulatoire. Alors une détresse circulatoire, c'est une atteinte de la fonction circulatoire dont l'évolution peut affecter à très court terme les autres fonctions vitales de l'organisme et même conduire au décès de la victime. Lors du 3e regard, la victime est le plus souvent agitée ou angoissée si elle a une détresse circulatoire. Parfois, elle peut même être somnolente, voire avoir perdu connaissance. Elle peut présenter une décoloration de la peau ou pâleur qui siège surtout au niveau des extrémités, de la face interne de la paupière inférieure et des lèvres. Elle peut avoir des marbrures cutanées, une alternance de zones pâles et violacées donnant à la peau un aspect marbré. Ces marbrures peuvent surtout se voir sur la face antérieure des genoux. La victime peut aussi être moite, avoir de la transpiration et froide au toucher, des sueurs froides. Le pouls radial peut être imperceptible et le pouls carotidien, lorsqu'il est perçu, est rapide. C'est la tachycardie. La détresse circulatoire peut ne pas être évidente si elle est en cours de constitution. Elle doit être suspectée également devant l'apparition progressive d'un ou plusieurs des signes détaillés ci-dessus. Si la victime ne veut pas rester assis ou debout, qu'elle se plaint de vertige, ou si la victime a une sensation de soif très forte. Ok monsieur, on va s'allonger, vous serez mieux, ok? Ouais, ça marche. Hop, super. Ok monsieur, je vous baisse ici l'œil là aussi. Super. Ok. Est-ce que vous avez une sensation de soif très forte ou pas? Non, ça va. Vous êtes pris de vertige? Ouais, au début, oui. Dans notre intervention, la victime avait des signes manifestes de détresse circulatoire. Elle était pâle, elle avait des sueurs froides et lorsque j'ai pris le pouls, son pouls était filant et très rapide. Si la perte de connaissance est une détresse neurologique majeure qui relève de gestes de secours immédiats, il existe un certain nombre de situations où une victime peut présenter des signes visibles de détresse neurologique, sans pour autant qu'elle ait perdu connaissance. Lors de l'appréciation de la fonction neurologique au cours du bilan, 3e regard, si la détresse neurologique est présente, la victime peut être somnolente ou présenter un retard de réponse aux questions ou aux ordres, désorientée si elle ne se rappelle plus de son nom, du lieu où elle se trouve ou en quelle année nous sommes, si elle ne s'exprime pas ou ne parle plus. Si elle peut s'exprimer, la victime peut se plaindre de ne plus pouvoir bouger un ou plusieurs de ses membres, d'une perte de la vue d'un ou des 2 yeux, et le secouriste peut constater des convulsions généralisées, une asymétrie évidente du visage de la victime, une asymétrie des pupilles. À l'ouverture des yeux, les pupilles sont de diamètre différent et une absence de réaction des pupilles à la lumière. Enfin, la détresse neurologique peut ne pas être évidente si elle est en cours de constitution. Les signes suivants doivent faire évoquer l'installation d'une détresse neurologique. Aggravation progressive du niveau de conscience, perte de connaissance passagère, trouble de la parole.
Monsieur? Monsieur, vous m'entendez? Monsieur, vous m'entendez? Allez, serrez-moi la main. Allez, ouvrez les yeux là, monsieur. Allez, c'est les secours, ouvrez les yeux. Allez, vous avez fait une crise convulsive. Vous savez quel jour on est? Le jour de la semaine? Non. Non? Je suis un peu perdu là. Ok. Vous savez dans quelle ville on se trouve? Non. Non plus. Est-ce que vous avez arrivé juste à bouger les pieds déjà? Ouais, les mains aussi, je vois que ça bougeait. Vous n'avez pas de trouble de la vue, vous me voyez correctement? Un peu flou. C'est un peu flou? Ouais. Ok. Bon. Ça marche. Je vais regarder vos pupilles. Regardez-moi. Ouvrez bien les yeux, fermez-les. Et ouvrez grand. Ok, ça marche. Elles sont symétriques et réactives. Lors de notre intervention précédente sur la victime présentant une crise convulsive généralisée, au troisième regard, la victime présentait des troubles de la conscience. Elle était également désorientée dans le temps et dans l'espace. Les convulsions étaient bien présentes et il y a une perte de connaissance initiale après la crise convulsive. Et voilà, le troisième regard est terminé. On aura par exemple apprécié le pouls sur une quinzaine de secondes. Est-il rapide ou lent? Est-il filant ou bien perçu? Mais maintenant, il va falloir le mesurer sur une minute. Ça, c'est un des éléments du quatrième regard. En effet, dans cette partie du bilan, on va mesurer les paramètres physiologiques. Quelle est la pression artérielle de la victime? Quel est son taux de saturation? On va aussi scorer certains éléments, par exemple faire un score de Glasgow ou EVDA. On va interroger la victime. Par exemple, quels sont ses antécédents, quelle est sa plainte précisément. Et pour terminer, on va examiner la victime, par exemple en faisant une palpation. Voilà donc pour le quatrième regard. Intéressons-nous tout d'abord à la mesure des paramètres physiologiques, encore une fois classés par fonction vitale. Commençons par la fonction respiratoire. On va chercher à compter le nombre de mouvements respiratoires sur une minute. Il s'agit de la fréquence respiratoire. Chez l'adulte, une fréquence respiratoire normale se situe entre 12 à 20 mouvements par minute. Chez un enfant, il s'agira d'une respiration entre 20 à 30 mouvements, un nourrisson entre 30 à 40 et un nouveau-né entre 40 à 60 mouvements respiratoires par minute. Enfin, pour compléter les mesures de la fonction respiratoire, on va pouvoir prendre la saturation pulsée en oxygène de la victime. Chez une personne en bonne santé, la saturation est censée être supérieure à 94%. 89 si la victime est insuffisante respiratoire chronique. Je vais vous mettre sous oxygène, monsieur. Mettez le nez dedans. Ça va vous aider à respirer. Respirez calmement. Et je vais mettre un appareil au bout du doigt. Ok. Et maintenant, monsieur, je vais vous demander de ne pas parler pendant une minute. Concentrez-vous sur votre respiration. Je vais aller contrôler votre respiration pendant une minute, justement. Lors de notre intervention précédente, chez le jeune sportif en détresse respiratoire, la fréquence respiratoire était normale, située entre 12 à 20 mouvements par minute. En revanche, la saturation était inférieure à 94%, ce qui confirme le besoin de mise sous oxygène. Une fois la victime mise sous oxygène, le saturomètre doit rester en permanence sur un doigt de la victime pour contrôler le taux d'oxygène présent dans le sang. Voilà ensuite les mesures qu'on va venir faire pour essayer de déceler une potentielle détresse circulatoire. Tout d'abord, on va mesurer le temps de recoloration cutanée, c'est la TRC. Si ce temps est supérieur à 2 secondes, on considère que la victime est en détresse circulatoire. Lorsque l'on mesure la fréquence cardiaque, on prend le pouls sur une minute, cette fois, auparavant on la prenait sur une quinzaine de secondes, là on la prend sur une minute entière. Si le pouls est supérieur à 120 ou inférieur à 40, alors on considère que la victime est en détresse circulatoire. Enfin, on va mesurer la pression artérielle. Si la valeur systolique est inférieure, donc la systolique c'est la valeur haute de la tension, de la pression artérielle,
On considère qu'elle est en détresse circulatoire, la victime, si la systolique est inférieure à 90 mm de mercure. Si chez l'hypertendu, la personne qui fait de l'hypertension artérielle, la valeur haute, la systolique, est 30% inférieure à sa référence, on considère que c'est également une détresse circu. Et si la tension est pincée, que la systolique et la diastolique sont trop proches les unes les autres, pareil, on part sur de la détresse circu. Je vois que vous avez une tension assez basse. Est-ce que vous connaissez votre tension habituelle? D'habitude, elle est un peu élevée. Elle doit être vers je sais plus, les 13 ou 14, je crois. D'accord. Je ne me souviens pas très bien. Mais... Ok, ça marche. Dans cette intervention, on a vu que la victime avait des signes de détresse circulatoire confirmés lors de la mesure des paramètres physiologiques. En effet, la TRC était supérieure à 2 secondes. La fréquence cardiaque était de 130, donc au-dessus de 120. Et enfin, la pression artérielle était de 85-42, donc la systolique était en dessous de 90 mm de mercure. Ainsi, lors du 4e regard, on a bien confirmé cette détresse circulatoire. Il est possible, lors du 4e regard, pour mesurer une potentielle détresse neurologique, de prendre la glycémie sur une victime, puisqu'une hypoglycémie peut entraîner une altération du niveau de conscience de la victime et une détresse neurologique. La prise de glycémie n'est pas systématique. Elle sera réalisée uniquement en cas de perte de connaissance ou de convulsion, de malaise susceptible d'être provoqué par une hypoglycémie, un malaise à l'effort ou à jeun, ou encore un malaise chez le diabétique, une suspicion d'AVC, ainsi que des troubles du comportement. Les valeurs normales de la glycémie sont de 0,8 à 1,2 g par litre de sang. Un resucrage sera réalisé pour toute victime dont la glycémie est inférieure à 0,6 g par litre de sang. Je pique. Ah! Ouais, c'est fini. Je récupère juste la goutte de sang. Ok, vous avez 86 mg par décilitre de sang, c'est une glycémie qui est tout à fait normale. D'accord? Ok. Oui, j'ai mangé il y a 2 heures. Ok. En fonction de la situation et de l'état de la victime, des mesures complémentaires peuvent être réalisées par le secouriste, notamment une prise de la température corporelle de la victime ainsi qu'un ECG, un électrocardiogramme. Cet électrocardiogramme ne sera réalisé qu'à la demande d'un médecin. Au-delà des mesures complémentaires, des scores peuvent être effectués, notamment une évaluation du niveau de douleur de la victime. Il est aussi possible d'évaluer le niveau d'inconscience de la victime grâce au score de Glasgow ou au score de VDA. Le score de Glasgow permet de mesurer le niveau de conscience ou d'inconscience d'une victime en se fiant à 3 critères: l'ouverture des yeux, la réponse verbale et la réponse motrice. Ce score est évalué de 3 à 15 points. 3 points étant une situation critique pour la victime, 15 points étant le plus favorable pour elle. Le score de l'EVDA se fie sur 4 critères. Il est plus simple à réaliser que le score de Glasgow. E pour éveillé, vous avez en face de vous une victime parfaitement réactive. V pour voix, la victime ne réagit uniquement qu'à la voix. D pour la douleur, elle ne réagira qu'à la douleur. Et A réactive. Vous n'avez aucune réponse de la part de votre victime. Le test de l'AVC, grâce à un système de FAST, Face, Arm, Speech, Time, peut être réalisé en cas de suspicion d'AVC. Et enfin, lors d'une brûlure, il peut être intéressant d'utiliser le score de Wallace afin d'estimer la surface corporelle brûlée de la victime. Lors du 4e regard, on va aussi faire un interrogatoire à la victime afin de pouvoir préciser ses plaintes et compléter notre examen. On va commencer par rechercher le mécanisme de l'accident, de l'événement ou l'histoire de la maladie. Dans un contexte de traumatisme, il faut s'intéresser au mécanisme de l'accident. Quelle est sa nature? Une chute, un faux mouvement, un accident de la voie publique, une victime heurtée par un objet? Quelle est son intensité?
quelle est l'auteur de la chute, le niveau de décélération, etc. Et enfin, des éléments particuliers, la position dans le véhicule, le port d'un casque, l'état du casque de protection, le port de la ceinture de sécurité, etc. Lors d'une atteinte circonstancielle, il faut rechercher l'événement déclencheur, noyade, pendaison, accident de plongée, et ses particularités, la durée d'immersion, la durée d'exposition au froid ou à la chaleur, etc. L'histoire de la maladie, quant à elle, permet chez une victime qui présente un malaise ou une affection spécifique d'indiquer s'il s'agit de symptômes d'apparition récente ou de l'aggravation d'une maladie connue de son évolution. L'histoire de la maladie permet chez une victime qui présente un malaise ou une affection spécifique d'indiquer qu'il s'agit de symptômes d'apparition récente ou de l'aggravation d'une maladie connue et de son évolution. Dans des circonstances particulières, suspicion de violence, tentative de suicide, il est important de formuler clairement la problématique repérée lorsqu'elle n'est pas spontanément exprimée. Lors de l'interrogatoire de la victime, il va falloir préciser ses plaintes, douleurs, angoisses, fatigue, troubles digestifs, paralysie, troubles de la parole, de la vue, vertige, et les analyser en fonction du contexte. Pour creuser et analyser les plaintes de la victime, on va pouvoir utiliser la technique du PQRST. Provoqué par. Quel est le facteur déclenchant ou améliorant? Qualité. Comment la douleur ou la gêne est décrite par la victime? Dans quelle région du corps est localisée la douleur? Quelle est la sévérité de la douleur? Comment la gêne est ressentie par la victime? La temporalité. Depuis combien de temps? À quel moment de la journée? Est-ce la première fois? Et ce PQRST peut à la fois servir sur les gênes, sur les malaises et sur les traumatismes. Qu'est-ce qui a fait là que vous avez chuté à vélo? J'ai glissé, je pense, dans une flaque d'eau, j'ai une perte d'adhérence et... La flaque d'eau qui est là? Ouais, d'accord. c'est ça. C'était pas dû à un malaise la chute? Non, du tout. Vous rouliez vite dans la rue là? Je sais pas, ça descendait un peu, donc je montais à 40 km/h facile. Okay, au moment de la chute, je sais pas trop. D'accord, ok. Vous aviez un casque en tout cas? Ouais. Mais la tête n'a pas tapé, c'est vraiment juste, vous avez amorti comme ça? C'est ça, en me réceptionnant, en fait, j'ai mal atterri sur ma main, mais non, sinon ça va, hein. Le reste de mon corps ça va. Ça a l'air de vous faire vraiment mal là, de 0 à 10, si 10 c'est la pire douleur possible, vous diriez combien? Franchement, un bon 8 là. D'accord, ok. C'était là à 16h05 à peu près? Ouais. Sur notre intervention sur le cycliste, on s'est intéressé au mécanisme de l'accident. On sait qu'il roulait assez vite, précisément 40 km/h. On sait qu'il a trébuché parce que la chaussée était mouillée, c'est une chute mécanique. Et on sait qu'il portait un casque, mais de toute façon la tête n'a pas tapé. Lors du PQRST, on sait par exemple que la douleur est vraiment située au niveau du poignet droit. Qu'elle a même une coloration bleutée, une matérialisation bleutée. Et cette douleur est insoutenable, elle est à 8 sur 10. Enfin, l'accident vient de se produire. À l'arrivée des secours, cela fait seulement quelques minutes que l'accident a eu lieu. Comment vous vous sentez là? J'ai mal au ventre. Vous avez mal au ventre? Qu'est-ce que vous ressentez exactement au niveau de votre ventre là? J'ai envie de vomir, ça me brûle. Ok. Alors c'est une douleur vraiment ou c'est juste une gêne? Entre 0 à 10, votre douleur, vous la coteriez à combien par exemple? 2 sur 10. 2 sur 10? C'est que au niveau du... C'est où précisément au niveau du ventre? Vous pouvez me montrer? Là, comme ça. Là, au niveau de l'estomac, là? Oui, là-dessous. Ok, ça marche. Vous aviez pas la douleur avant la crise? Non, à chaque fois que je fais des crises, ça me fait ça. D'accord, ok, ça marche. Lors de la prise en charge de notre victime d'une crise convulsive, celle-ci, à sa reprise de conscience, s'est plainte d'une douleur localisée au niveau de l'abdomen, précisément au niveau de l'estomac, et elle qualifiait ça d'une sensation de brûlure qu'elle chiffrait à 2 sur 10 sur une échelle numérique de la douleur. Cette douleur est apparue au moment de la crise et c'est quelque chose qui est pour elle habituel après chaque crise convulsive. Dans le 4e regard va également venir l'examen. Ici, le secouriste va approfondir l'examen de la victime à la recherche de lésions de la peau, comme des plaies, des brûlures, des contusions ou d'autres atteintes, des taches, des rougeurs, mais aussi des hématomes, des gonflements, des écoulements et des déformations. Est-ce que là vous arrivez à serrer mon... Un peu. Ça vous fait mal? Ouais, ça me lance dans le poignet. Ouais. Ça vous lance dans le poignet? Ouais. D'accord, ok. Vous sentez en tout cas quand je vous touche? Ouais, ça marche. Là, ça vous fait mal? Non, là, ça va. Et là? Ouais, en remontant vers... Quand je me rapproche du bleu, là? Ouais, c'est ça. Et là? Ouais. Ok. En dessous? Là, ça va? Là, ça va. L'avant-bras? Au-dessus, ça va. Et ici, non? Ouais, non, c'est bon. Ok, l'épaule? Non plus. Ok, très bien. La recherche des antécédents termine cet interrogatoire du 4e regard. C'est le MHTAF. Elle a pour but de connaître l'état de santé préalable de la victime.
Elle porte sur les antécédents médicaux, maladies chroniques, asthme, diabète, épilepsie, arthrose, insuffisance respiratoire chronique, hypertension artérielle, hypercholestérolémie et chirurgicaux. Les hospitalisations, les traitements en cours et ses modifications récentes, les allergies et l'existence de facteurs de risque, tabagisme, sédentarité, stress, surpoids, etc. Par exemple, dans cette dernière intervention, la victime prenait de nombreux traitements et avait de nombreux soucis de santé. Monsieur, là, vous avez quoi comme maladie connue? Je fais de l'hypertension. Ouais. J'ai un médicament pour ça. Vous avez un médicament contre l'hypertension? Ouais. Là, vous l'avez pris? Ouais, je le prends tous les jours. Il est où? Il est là, je vois des médicaments, c'est ça que vous prenez? C'est... Attendez, est-ce que j'ai plusieurs boîtes? Attendez, donnez-moi toutes les boîtes si vous voulez. Ça, en fait, ça c'est pour l'hypertension, ça. Ok. Cosar, c'est ça? Ouais. Ça, vous l'avez pris, ok. Ça, c'est la cétirizine, c'est parce que je suis allergique au pollen. J'en ai pris. Pollen? Il y a beaucoup de pollen, donc ouais. j'en ai pris. Cétirizine, ok. Ouais. Ok. Et ça, c'est parce que je suis un peu stressé là. Cétirizine, Cosar. Ça, c'est contre le stress, c'est un anti-anxiolytique? C'est ça, c'est un anxiolytique. Stresam, c'est ça? Et vous en avez pris combien? Là, en fait, j'étais pas mal stressé aujourd'hui avec le taf. D'accord. Et du coup, j'en ai pris. Je sais plus trop, j'en ai pris un peu trop. Là. Vous en avez pris trop? Ouais. Vous sauriez me dire? 4, 5 gélules? J'en sais rien, j'avoue que. À peu près 10 gélules, 20 gélules? Non, ouais, 4, 5 peut-être, ouais. 4, 5, ouais. Ok. Plus. Et là, vous avez vomi, c'est ça? Et là, ouais, j'ai vomi avant 5 minutes avant que vous arriviez, je pense. 5 minutes avant? Ok. Voilà. C'était quand la dernière fois que vous étiez à l'hôpital? Là, j'y suis allé la semaine dernière. Ouais. Si je me suis pété une côte. C'est vrai? Ouais, j'ai eu un accident de vélo et en fait, je me suis pris le guidon dans une côte, ça me l'a pété. Mais... Là, c'est lié au papier là que vous avez là? Ouais. C'est quoi ce papier? C'est la radio de ma... La radio de la côte? Ouais. Mais ça va, hein, c'est pas non plus... Ok. Et vous êtes suivi là pour aussi les problèmes de stress qui vous donnent les anti-anxiolytiques? Ouais, c'est mon médecin traitant, ouais. Est-ce que vous êtes fumeur? Non, je fume pas. Est-ce que vous buvez de l'alcool? Moi, j'ai pris un verre de vin ce midi à table, quoi. Un verre de vin ce midi, ok. Et c'est régulier pour vous de ça? Un verre de vin à midi? Je prends un par jour, quoi. Ok. Ok. Est-ce que... Non, vous n'êtes pas en surpoids. Hop. Tac. Et vous êtes stressé en ce moment, vous me l'avez dit. Ouais. Au niveau alimentation, est-ce que vous avez beaucoup de cholestérol? Est-ce que vous savez ça ou pas? Non. D'accord. Par contre, vous avez de l'hypertension. Ouais, c'est ça. Très bien. De l'hypertension, un peu de stress. D'accord, très bien. Dès le second regard, on va commencer à surveiller l'état de la victime. Deux objectifs, vérifier l'efficacité des gestes de secours qui ont pu être réalisés, mais également suivre l'évolution de l'état de la victime. Lors de la surveillance, on va regarder l'évolution du deuxième, troisième et quatrième regard. Et on va également reprendre les paramètres physiologiques. S'il y a une détresse vitale, ça sera fait toutes les 5 minutes. Si on a seulement une urgence relative, ça sera fait tous les 10 à 15 minutes. On va vous emmener à l'hôpital, d'accord? On va faire un tour. Monsieur, on va vous emmener à l'hôpital, ok? Monsieur, allez, on se réveille. Monsieur. Allez monsieur, on se réveille là. L'objectif c'est donc de voir si l'état de la victime se dégrade, reste stable ou s'améliore. C'est le cas de notre intervention d'intox médicamenteuse où l'état de la victime se dégrade car la victime rebascule inconsciente. Bon, en tout cas, je vois que vous avez repris des couleurs là. Vous vous sentez mieux? Ouais, je me sens un peu mieux. Ok. J'ai moins de vertige déjà. D'accord. Je sens que mon cœur, il s'emballe moins que tout à l'heure là. C'est revenu un peu à la normale quand même. Oui, en effet, vous êtes un peu redescendu.
Dans la situation du malaise cardiaque, la victime commence à se sentir mieux, reprend des couleurs, donc a une diminution de sa pâleur dans le troisième regard, a également une pression artérielle qui remonte, donc ça c'est une modification dans le quatrième regard. Quoi qu'il en soit, lors du regard de surveillance, si l'évolution de la victime évolue fortement, on va rappeler le SAMU pour avoir un nouvel avis médical. Mais quand précisément doit-on appeler le SAMU? Est-ce dès la fin du troisième regard? Est-ce à la fin du bilan complet? Il est temps maintenant de vous présenter les règles de transmission du bilan. La transmission du bilan secouriste est un compte-rendu verbal ou écrit de l'état de la victime et des actions secouristes entreprises par les équipiers secouristes. Une demande de renfort peut être faite immédiatement à l'issue du premier regard si les moyens de secours ne sont pas suffisants ou si un danger persistant est toujours présent sur l'intervention. Et de manière globale, dès qu'une détresse vitale est détectée, que cela soit au deuxième, au troisième ou au quatrième regard, une demande de renfort médicalisé doit être faite immédiatement après avoir réalisé les gestes de secours d'urgence. Si au cours du bilan, aucune détresse vitale n'est détectée, la transmission du bilan se fera à l'issue du quatrième regard. Si au cours du regard de surveillance, une dégradation de l'état de la victime est constatée par les secouristes, une nouvelle transmission du bilan sera réalisée. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous aurez ainsi découvert ou révisé les bilans en 4 regards. Premier regard, observation générale. Second regard, recherche d'une détresse vitale. Troisième regard, appréciation de celle-ci. Quatrième regard, mesure de ses fonctions vitales. Examen, interrogatoire et scorage. Enfin, on vous aura également parlé du regard de surveillance qui se fait continuellement et des règles de transmission de l'alerte. Si cette vidéo vous a plu, venez découvrir le travail d'Antoine Grimaud et de moi-même Thomas Joubert sur les différents réseaux sociaux. Nous postons quotidiennement des vidéos de secourisme pour vous aider à apprendre des choses et à réviser vos gestes de secours. Merci à tous et bon courage sur le terrain.